Imaginez la scène. C'est le matin du 8 avril 2026. Les marchés mondiaux explosent à la hausse. Le pétrole s'effondre. Les dirigeants du monde entier publient des messages de soulagement. Et le président Trump appelle ça une grande journée pour la paix mondiale. Un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran vient d'être annoncé. Après 40 jours de guerre, après des frappes de missiles sur tout le golfe Persique, après le plus grand choc pétrolier de l'histoire moderne, les armes se sont tues. Du moins, c'est ce que l'on voulait nous faire croire. Parce que dans les heures qui ont suivi cette annonce, quelque chose de remarquable s'est produit. Quelque chose qui change absolument tout ce que vous croyez savoir sur ce soi-disant cessez-le-feu. Beyrouth brûlait. Des drones iraniens frappaient les infrastructures pétrolières du Golfe. Le détroit d'Ormuz restait fermé, et le Parlement iranien déclarait publiquement que les États-Unis avaient déjà violé l'accord, avant même que l'encre soit sèche. Ce cessez-le-feu n'est pas ce qu'il prétend être. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer exactement pourquoi. Nous allons passer en revue chaque fissure dans cet accord, chaque contradiction dangereuse, chaque question ouverte que les grands médias survolent sans s'y attarder. Parce que ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines déterminera si vos prix à la pompe reviennent à la normale ou si cette guerre s'embrase dans quelque chose de bien plus catastrophique que ce que nous avons déjà vu. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Cette chaîne traite les sujets qui comptent avec la profondeur qu'ils méritent. Et partagez cette vidéo. Les gens autour de vous ont besoin de comprendre ce qui se passe vraiment. Commençons par le début. Dans la soirée du 7 avril 2026, moins de 2 heures avant son propre ultimatum, le président Trump a annoncé sur Truth Social qu'il acceptait de suspendre les bombardements contre l'Iran pour une période de 2 semaines. La condition était simple et non négociable dans sa formulation. L'Iran devait accepter la réouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Quelques jours plus tôt, Trump avait lancé un avertissement si extrême qu'il avait glacé les marchés mondiaux, promettant qu'une civilisation entière mourrait ce soir-là si l'Iran ne concluait pas un accord. Ce n'est pas du langage diplomatique, c'est une menace d'annihilation. Et pourtant, quelques heures plus tard, nous avions un cessez-le-feu, négocié non pas par l'ONU, non par l'Union européenne, non par les acteurs habituels, mais par le Pakistan. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a publié sur X que les 2 pays avaient fait preuve d'une sagesse remarquable. Il a invité leur délégation à Islamabad pour le 10 avril afin de poursuivre les négociations. Les marchés ont réagi instantanément. Le pétrole brut américain a plongé de 16,4% le 8 avril. Le Dow Jones a connu sa meilleure journée en plus d'1 an. Les bourses asiatiques et européennes ont bondi. Le soulagement était planétaire, l'optimisme électrique. Mais voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. Car pendant que la fête battait son plein, les faits sur le terrain racontaient une histoire radicalement différente. Parlons du Liban. C'est la première et la plus explosive contradiction au cœur de cet accord. Le Premier ministre pakistanais, en tant que médiateur en chef, a annoncé le cessez-le-feu en termes explicites. Il a écrit sur X que les États-Unis et l'Iran avaient convenu d'un arrêt immédiat des hostilités partout, y compris au Liban et ailleurs, avec effet immédiat. Ce sont ses propres mots. La position officielle du médiateur. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait écho à cette position, affirmant que le cessez-le-feu s'étendait au Liban et exhortant les États-Unis à le faire respecter. Puis Israël a lancé ce que ses propres responsables ont qualifié de la plus grande vague de frappes coordonnées sur le Liban depuis le début de la guerre. 100 cibles du Hezbollah détruites en 10 minutes seulement, à Beyrouth, en pleine heure de pointe matinale. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 303 personnes ont été tuées et plus de 1100 blessés en un seul jour de frappe le 8 avril. Et les États-Unis? L'administration Trump a déclaré que le Liban n'avait jamais fait partie de l'accord. Le vice-président J.D. Vance, en déplacement en Hongrie, a précisé aux journalistes que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran ne couvrait pas les opérations contre le Hezbollah. Le bureau de Netanyahou a enfoncé le clou, affirmant que l'accord ne liait pas Israël au Liban. 2 versions complètement différentes du même accord de cessez-le-feu. Dès les premières heures, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a été sans détour.
Il a listé 3 violations spécifiques de la proposition iranienne en 10 points. Les attaques israéliennes continuent au Liban, l'entrée d'un drone non identifié dans l'espace aérien iranien et le refus du droit de l'Iran à enrichir de l'uranium. Il a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que dans une telle situation, un cessez-le-feu bilatéral ou des négociations était déraisonnable. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avait été suspendu à nouveau en réponse aux frappes au Liban. Nous reviendrons sur le détroit d'Ormuz dans un instant, parce que ce qui s'y passe est peut-être la pièce la plus déterminante de tout ce puzzle. Mais d'abord, prenons la mesure de ce qui avait déjà été perdu avant même ce cessez-le-feu. La guerre a débuté le 28 février 2026 avec l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Depuis ce jour, le conflit s'est propagé à une vitesse terrifiante à travers toute la région. Au moment de l'annonce du cessez-le-feu, le bilan confirmé incluait plus de 3400 Iraniens tués selon le groupe de droits humains américain Ashrana, dont plus de 1600 civils. Au Liban, au moins 1497 personnes avaient perdu la vie avant le 8 avril. 13 soldats américains ont été tués, des dizaines de milliers d'autres blessés dans plusieurs pays. C'est le coût humain, vertigineux, et largement absent des titres euphoriques qui ont accueilli l'annonce du cessez-le-feu. Parlons maintenant du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une simple voie maritime régionale, c'est la jugulaire de l'économie mondiale. Avant la guerre, environ 1/5 de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole et en gaz transitait par ce couloir maritime de 39 km de large à son point le plus étroit entre l'Iran et Oman. 20% chaque jour, soit entre 12 et 15 millions de barils de brut qui s'écoulaient à travers ces eaux avant qu'Iran ne ferme effectivement la porte. Selon les reportages de CNN, des analystes ont qualifié cette fermeture du plus grand choc d'approvisionnement pétrolier jamais enregistré. Pas depuis l'embargo pétrolier de 1973, pas pendant la guerre du Golfe. À aucun moment de l'histoire moderne, les marchés mondiaux de l'énergie n'avaient été frappés aussi durement. Et voici ce qui rend la situation encore plus complexe. Même après l'annonce du cessez-le-feu, même après la déclaration de Trump que le détroit serait rouvert complètement et immédiatement, la société de renseignement maritime Lloyd's List a rapporté que seulement 3 navires avaient transité par le détroit dans les 24 premières heures suivant l'annonce. 3 navires, dans une voie maritime qui envoie normalement des dizaines par jour. La société d'analyse de données Kepler a confirmé que seulement 5 navires avaient franchi le détroit le 8 avril. La Corée du Sud avait à elle seule 26 navires bloqués, dont des pétroliers incapables de transiter selon les données de CNN. La position de l'Iran sur Ormuz est elle-même devenue une sous-crise. Les médias iraniens et l'Organisation iranienne des ports et de la navigation maritime ont annoncé que les navires souhaitant passer par le détroit devraient se coordonner avec les forces armées iraniennes. Les navires ont été orientés vers des itinéraires alternatifs pour éviter ce que l'Iran a décrit comme des limitations techniques, un langage que les experts maritimes ont interprété comme une référence à la présence probable de mines navales dans la zone de trafic principale. Et voici la partie qui change tout. L'Iran, selon un article du Financial Times, envisageait de faire payer aux navires des droits de péage pour transiter par le détroit, potentiellement plus d'1 million de dollars par navire. Trump, furieux, a publié un avertissement sur Truth Social. Il y a des rapports selon lesquels l'Iran fait payer des frais aux pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. Il ferait mieux de ne pas le faire. Et s'ils le font, il ferait mieux d'arrêter immédiatement. Le ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis, Sultan Al-Jaber, a été sans équivoque. Il a écrit sur LinkedIn que ce moment exige de la clarté. Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. L'accès est restreint, conditionné et contrôlé. C'est une déclaration extraordinaire. D'un État du Golfe, d'un allié des États-Unis, pendant un cessez-le-feu actif. Et elle vous dit tout sur l'écart entre ce qui est annoncé et ce qui se passe réellement sur l'eau. Nous avions promis de revenir sur ce que les 2 parties ont réellement accepté, et c'est là que cette histoire devient véritablement remarquable. Le cadre en cours de négociation repose sur 2 documents concurrents. Les États-Unis ont présenté une proposition en 15 points transmise via le Pakistan le 25 mars. L'Iran l'a rejetée. Téhéran a ensuite soumis son propre plan en 10 points, que le président Trump a qualifié de base viable pour négocier. Mais les 2 plans ne sont pas simplement différents dans le ton.
Ils sont différents dans leur philosophie fondamentale. La proposition iranienne en 10 points, telle qu'exposée par les médias d'État iraniens et confirmée dans des extraits traduits rapportés par NBC News, inclut des exigences de contrôle continu de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, le retrait complet de toutes les forces de combat américaines des bases dans la région, la levée de toutes les sanctions américaines contre l'Iran, des réparations financières pour les dommages de guerre, la fin des hostilités contre tous les composants de ce que Téhéran appelle l'axe de la résistance, ce qui inclut explicitement le Hezbollah et le droit de l'Iran à continuer d'enrichir de l'uranium. La position américaine est l'exact opposé sur presque chaque point. Washington insiste sur le fait que le détroit doit être ouvert sans restriction, y compris sans péage. Les forces de combat américaines ne seront pas retirées de la région. L'Iran ne peut pas développer d'armes nucléaires. Et le Hezbollah n'est pas couvert par un quelconque cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Comme les analystes de NBC News l'ont noté dans leur couverture, les deux propositions semblent presque impossibles à concilier. Et pourtant, les pourparlers d'Islamabad se tiennent aujourd'hui, en ce moment même. Le vice-président J.D. Vance, l'émissaire spécial Steve Witkoff et l'ancien conseiller présidentiel Jared Kushner dirigent l'équipe de négociation américaine. L'Iran a confirmé l'arrivée de sa délégation à Islamabad. Bien que dans un détail qui vous en dit long sur l'instabilité de ce moment, l'ambassadeur iranien a publié sur X que son équipe était arrivée, puis a supprimé le message moins d'une heure plus tard. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton maintenant, aimez cette vidéo et partagez-la. Cette situation évolue heure par heure, et notre prochaine vidéo couvrira exactement ce qui ressort d'Islamabad, y compris la question nucléaire, que personne dans les grands médias ne traite avec la profondeur qu'elle exige. Prenons maintenant du recul et examinons le contexte stratégique que la plupart des analystes comprennent mal sur ce cessez-le-feu. Le chercheur Mick Citrinowicz, du Atlantic Council, a soulevé un point qui mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en reçoit. Il a déclaré à NBC News que l'impulsion pour ces négociations venait de Washington, pas de Téhéran. En pratique, a-t-il dit, c'est l'administration Trump qui a façonné, voire dicté, la proposition transmise par le Pakistan pour un cessez-le-feu de 2 semaines. Le sentiment d'urgence, a-t-il noté, était plus prononcé du côté américain. C'est un renversement remarquable par rapport au récit officiel. Les États-Unis sont entrés dans ce conflit avec une supériorité militaire écrasante, ont exécuté l'opération Epic Fury pendant 40 jours et selon le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au Pentagone le 8 avril, ont anéanti les capacités militaires de l'Iran et rendu le pays incapable de combattre pendant des années. Et pourtant, Washington avait besoin d'un accord assez vite pour accepter un cadre que l'Iran lui-même a décrit comme étant ses propres termes. Pourquoi ? Parce que les conséquences économiques d'une fermeture prolongée d'Ormuz sont catastrophiques pour les États-Unis et leurs alliés. Du pétrole à 97 $ le baril ou plus. Une pression inflationniste sur tous les secteurs de l'économie mondiale. Des primes d'assurance pour le fret dans le Golfe qui ont rendu les transits économiquement non viables. Un choc sur les chaînes d'approvisionnement mondiales que des analystes de CNN avertissent pourrait mettre des mois à se résorber, même si le détroit rouvrit entièrement demain. L'expert iranien Trita Parsi a formulé une évaluation brutale, relayée par Al Jazeera. Le recours à la force par Trump a émoussé la crédibilité des menaces militaires américaines. Le terrain a changé, et d'autres analystes ont été encore plus directs. Le chercheur Stephen A. Cook, du Council on Foreign Relations, a déclaré qu'il n'y a pas eu de changement de régime en Iran, que le leadership actuel n'est pas moins radical que ses prédécesseurs, et que l'Iran dispose désormais d'un levier sur le détroit d'Ormuz qu'il ne possédait tout simplement pas avant la guerre. Laissez cela s'imprimer. Avant le 28 février, le détroit d'Ormuz était une voie internationale libre et ouverte. Aujourd'hui, c'est une monnaie d'échange. Et l'Iran contrôle cette monnaie d'une façon qu'il n'a jamais eue avant. Maintenant, comme nous l'avions promis, revenons à la question du Liban, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une note de bas de page diplomatique. C'est potentiellement le détonateur qui fait tout exploser. Le général de l'IRGC Mohsen Rezaei a publié sur X que son pays se tient de toutes ses forces aux côtés du Hezbollah et a averti que les violations par l'Amérique ne seront pas tolérées. Il a accusé les États-Unis de ne pas vouloir ou pouvoir tenir en laisse ce qu'il a appelé son chien enragé, c'est-à-dire Israël. Le gouvernement libanais a décrété un deuil national. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a personnellement averti que les activités militaires en cours au Liban font peser un risque grave sur le fragile cessez-le-feu.
le Hezbollah lui-même a annoncé une pause dans ses attaques contre Israël le 8 avril, puis, dans la nuit du 9 avril, a revendiqué des tirs de roquettes sur le nord d'Israël, ciblant spécifiquement les localités de Kiryat Shmona, Taïbé et Manara, déclarant que les attaques se poursuivront tant qu'Israël frappera le territoire libanais. Le schéma est clair. Chaque partie à ce conflit continue de poursuivre ses objectifs militaires tout en prétendant officiellement respecter le cessez-le-feu. Et chacune de ces actions donne à l'autre camp des motifs de déclarer l'accord nul et non avenu. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême assassiné, a publié une déclaration affirmant que Téhéran reste déterminé à prendre sa revanche et à entrer dans une nouvelle phase dans la gestion du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas le langage d'un pays qui a accepté la défaite, c'est le langage d'un pays qui gagne du temps. Alors où en sommes-nous et que devez-vous réellement surveiller dans les jours à venir? Voici la vérité brutale sur ce cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord de paix, ce n'est même pas un véritable cessez-le-feu au sens traditionnel du terme. C'est une pause programmée, une fenêtre de 2 semaines conçue pour donner aux diplomates à Islamabad l'espace nécessaire pour négocier quelque chose de plus durable. Et il se fragilise déjà dès le 2e jour. Les variables qui détermineront s'il tient ne sont pas toutes à Washington ou à Téhéran. Certaines sont à Tel Aviv, et c'est la dimension la plus dangereuse de cette situation, parce que les États-Unis ne peuvent pas contrôler pleinement les opérations militaires de leurs plus proches alliés au Liban. Et chaque frappe israélienne à Beyrouth donne à l'Iran une nouvelle raison, et un nouveau prétexte de quitter la table. Il y a 3 scénarios qui se jouent en ce moment, et nous devons être honnêtes sur chacun d'entre eux. Premier scénario, les pourparlers d'Islamabad aboutissent à une percée. L'Iran et les États-Unis s'accordent sur un cadre de cessez-le-feu permanent, le détroit d'Ormuz rouvre pleinement, le Liban est intégré dans un processus de négociation séparé, et la région entame le long et douloureux chemin vers la reconstruction. Le pétrole redescend sous les $80 le baril. Les marchés se stabilisent, c'est le meilleur scénario. Et en ce moment, il est loin d'être garanti. Deuxième scénario, les pourparlers produisent un accord partiel. Le détroit rouvre sous conditions, incluant peut-être des péages iraniens que Washington accepte discrètement, comme l'expert iranien Trita Parsi l'a suggéré à Time Magazine. Un accord permanent sur la question nucléaire reste insaisissable. Le Liban continue de brûler en marge. Le cessez-le-feu tient techniquement mais ne ressemble en rien à la paix. C'est le scénario du bourbier. Douloureux, coûteux, mais pas catastrophique. Troisième scénario, les pourparlers s'effondrent. Une frappe israélienne à Beyrouth ou une incursion de drones contestée dans l'espace aérien iranien fournit le déclencheur. Téhéran déclare officiellement le cessez-le-feu caduc. L'Iran mine le détroit. Le pétrole dépasse les $120 le baril. L'armée américaine, que Trump a spécifiquement ordonné de maintenir en place, chargée et prête, reprend ce que Trump lui-même a appelé les tirs. Plus grands, meilleur et plus fort que tout ce qu'on n'a jamais vu. C'est ce troisième scénario que chaque gouvernement dans le monde passe cette nuit à tenter d'éviter. Voici ce qui est indiscutable. Les pourparlers d'Islamabad qui se tiennent aujourd'hui représentent le moment diplomatique le plus décisif de l'année 2026. Ce que Vance, Witkoff et leurs homologues iraniens négocieront au Pakistan dans les prochaines 48 heures façonnera les prix du pétrole, la posture militaire, la stabilité régionale et potentiellement l'avenir nucléaire du Moyen-Orient pour des années à venir. Le monde entier regarde. Plus de 15 pays, selon le Council on Foreign Relations, travaillent activement avec l'Iran et les États-Unis pour faciliter la réouverture d'Ormuz. La Corée du Sud a dépêché un émissaire spécial à Téhéran. La France, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Union européenne, tous ont publiquement demandé que le Liban soit intégré dans le cadre du cessez-le-feu. La pression sur les 2 parties est immense, mais la pression seule ne produit pas la paix. Les intérêts structurels, la politique intérieure, l'élan militaire et le brouillard de la guerre travaillent tous contre les diplomates à Islamabad aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Ce cessez-le-feu, si l'on peut même l'appeler ainsi, est le début de quelque chose, pas la fin de quelque chose. Et les 2 prochaines semaines pourraient bien être les 14 jours les plus déterminants au Moyen-Orient depuis la guerre du Golfe. Restez informés, restez vigilants. Et n'écoutez personne qui vous dirait que cette crise est résolue. Si cette analyse vous a été utile, partagez cette vidéo maintenant, pas demain, maintenant. Les gens autour de vous qui essaient de comprendre cette situation ont besoin de cette analyse. Aimez la vidéo si vous voulez que nous couvrions en détail les pourparlers d'Islamabad. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que nous serons sur chaque développement de cette histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Les prochaines 48 heures vont tout nous révéler.